Je voudrais éclairer une énigme géopolitique qui est en train d'échapper aux Africains et aux Africaines. Pourquoi Donald Trump a-t-il choisi, lui, président des États-Unis, grande puissance occidentale, de convoquer ou d'inviter à Washington pour un sommet Amérique-Afrique seulement 5 pays africains, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Libéria, la Guinée-Bissau et le Gabon. La Mauritanie d'El Ghazouani, le Sénégal de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la Guinée-Bissau d'Umaro Sissoko Embalo, le Libéria de M. Boakai et le Gabon sous l'emprise du satrape général Dansoman de Libreville, Oligui Nguema. L'Afrique s'est interrogée cette semaine, après le choix de Donald Trump, président des États-Unis, de convoquer ces pays-là. Et j'ai lu la presse africaine, j'ai lu même les analystes politiques des principaux médias africains tentant d'interpréter ce phénomène. Et c'est parce que je me suis rendu compte que la plupart des analyses sont hors sujet que j'ai décidé de mettre le sujet dans l'ordre. L'une des premières tentations qui a traversé l'opinion africaine, c'est de dire que Donald Trump n'a invité que ces 5 pays, parce que quand il était précédemment président des États-Unis d'Amérique, il avait élaboré le concept de shithole countries pour décrire la plupart des pays africains. En anglais, shithole countries signifie pays de merde. Selon l'interprétation la plus répandue, Donald Trump considère les pays africains comme des pays de merde. Et comme il y a trop de pays de merde, une cinquantaine en Afrique, vraiment pour ne pas s'emmerder, Donald Trump a choisi de prendre 5 pays de merde et de les inviter à Washington, parce que 50, c'était trop. J'ai l'honneur de vous informer que cette interprétation est fausse. Et je vais dire pourquoi cette interprétation est fausse. Donald Trump a beau dire que la plupart des pays africains sont des pays de merde, c'est-à-dire des pays qui produisent de la pauvreté et des migrations sauvages qui envahissent la sacro-sainte patrie américaine. Il a beau dire tout cela, Donald Trump est d'abord connu par les Américains et le monde entier comme un homme d'affaires, un businessman. C'est quelqu'un qui évalue chacune des actions de sa vie en fonction du nombre de dollars qui tombent dans sa caisse ou dans celle des États-Unis. Il a un concept strictement économique de la grandeur américaine, à savoir que lui-même, Donald Trump, homme d'affaires, et les États-Unis doivent toujours gagner plus d'argent que tout le monde. Et c'est ça le critère de leur suprématie. Donald Trump est un adorateur du dieu argent, de l'argent roi. Il est convaincu qu'un homme a réussi sa vie quand il possède plusieurs milliards de dollars de plus que tous les autres hommes. Donald Trump considère que la richesse est le but. La richesse matérielle est le but de l'existence humaine. Et toute sa vie est normée par le principe de la richesse matérielle. Je vais vous en donner quelques exemples. Lorsque le Qatar a décidé récemment de lui offrir un avion à 400 millions de dollars, il s'est précipité de le prendre aveuglément, ne se rendant même pas compte de l'humiliation qu'il infligeait à la nation américaine. Si les États-Unis continuent à prétendre être la plus grande puissance mondiale, comment expliquer que la plus grande puissance mondiale voit son président recevoir un avion fonctionnel de la part du petit Qatar, vendeur de pétrole au Moyen-Orient? Donald Trump a argumenté en disant que ce sont les jaloux qui ne veulent pas qu'il prenne l'avion qu'on lui a donné. Parce qu'il n'y a personne, croit-il, sur la terre qui puisse refuser qu'on lui offre un avion de 400 millions de dollars. C'est-à-dire que face à l'argent, Donald Trump, en réalité, est toujours petit. C'est un estomac sans fond, c'est un homme financièrement insatisfait. C'est-à-dire que c'est quand même un homme qui est un millionnaire américain. C'est même un milliardaire américain, Donald Trump. Mais du point de vue métaphysique, c'est
quelqu'un qui est pauvre. C'est un pauvre type. Parce que même si vous donnez à Donald Trump 100 milliards de dollars, il va penser à gagner 1000 milliards de dollars. Il se sentira toujours pauvre. Parce que c'est quelqu'un qui est assoiffé d'argent, qui est un serviteur de l'idole, l'idole du veau d'or. Donald Trump pense que tous les problèmes qu'un homme peut avoir dans sa vie peuvent se résoudre à coups de billets de dollars. Quand il a eu des affaires graves en justice contre lui, il a ouvert sa caisse, il a payé. Et comme aux États-Unis, la plupart des affaires peuvent se diluer en amende financière, monsieur a payé et le voilà président des États-Unis. Ce n'est pas son problème. Souvenez-vous par exemple de l'affaire de la prostituée avec laquelle il a eu des relations tarifaires. Il a étouffé l'affaire en payant seulement la prostituée. La vie continue. Donc, c'est quelqu'un, vous devez d'abord comprendre sa psychologie. À la place du cerveau, il a une calculatrice, une caisse. Il entend sans cesse sonner les espèces sonnantes et trébuchantes. L'argent. À la place du cœur, c'est pareil. Il a un compte bancaire. Si tu l'aimes, donne-lui l'argent. Si tu ne l'aimes pas, fais-lui perdre de l'argent. Je vous donne un deuxième exemple. Regardez la crise qu'il y a entre lui et son ami, vite perdu, devenu ennemi, Elon Musk. Moi, je lis avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de délectation, la littérature politique américaine sur la crise entre Donald Trump et Elon Musk. De quoi, qu'est-ce qu'ils se disputent, les deux là? Bon, leur dispute vient du fait que Elon Musk a soutenu Donald Trump parce qu'il pensait que Donald Trump, une fois devenu président, lui permettrait de gagner encore plus d'argent. Déjà, Musk, il est hyper riche. Mais lui aussi, c'est un assoiffé, c'est un estomac sans fond. Alors que Trump pensait en fait que Elon Musk était venu vers lui pour l'aider, lui, Trump, à devenir président, afin que lui, Trump, devenu président, Musk fasse tout pour que Trump soit le plus riche. Donc, quand Trump arrive au pouvoir, il dit à Musk, prends des décisions pour que je devienne l'homme le plus riche des États-Unis d'Amérique. Et Elon Musk lui dit, écoute, moi-même, je t'ai soutenu pour que, devenu président, tu fasses que je sois toujours encore plus l'homme le plus riche des États-Unis. Voilà donc les deux qui veulent être les plus riches qui ont commencé à se manger le nez. Non, tu ne vaux rien, je vais te renvoyer en Afrique du Sud. Non, tu ne vaux rien, tu es un voyou. Tu es mêlé à des affaires de scandales sexuels et de perversité pédophilique. Je vais tout dénoncer. Je dis que quand tu lis la presse américaine, les bras t'en tombent. Comment des gens qui étaient alliés récemment à l'élection présidentielle américaine, comment un Elon Musk qui a été nommé à la tête de l'agence de la bonne gouvernance américaine en est à être celui qui balance sur Trump, pendant que Trump le menace de le chasser des États-Unis. Et puis voilà deux types. Trump est un descendant d'Allemands, et puis Elon Musk est un descendant de Sud-Africains et d'Européens, parce que les Sud-Africains là, ne sont pas des Africains. Ce sont des descendants des colons Boers, des colons qui ont d'ailleurs fait régner pendant plus de 100 ans un règne sauvage de l'apartheid en Afrique. Voilà Elon Musk. Et puis Donald Trump. Donald Trump est un descendant d'Allemand. Elon Musk, lui, il est un descendant probablement soit d'Allemands, soit de Britanniques. Bref, de toute façon, ils sont tous d'origine européenne. Et les deux se disputent aux États-Unis, chacun veut chasser l'autre. À la base même, est-ce que vous-même, c'est votre pays? On a presque envie de demander à Elon Musk, mais tu dis que tu es sud-africain, non? Et toi, en Afrique du Sud même, tu es descendant des colons qui ont pillé et exproprié les Sud-Africains. Et puis toi, Donald Trump, tu dis que tu es américain, non? Mais à la base, nous connaissons les vrais Américains, les Native Americans, les Sioux, les Incas, et les Sioux, les Iroquois, les Cheyennes, les Apaches, tout ça là, nous on les connaît. C'est pas vous. C'est pas vous. Les autochtones américains ne sont pas les blancs américains. Ce sont les rouges, c'est le peuple rouge. Et nous autres Africains, à travers le grand Aboubakari III, empereur du Mali, mais nous avons visité les États-Unis longtemps avant la plupart des grandes puissances occidentales actuelles. Et même avant Aboubakari III, on a trouvé des traces de migration venues par bateau d'Afrique qui ont d'ailleurs transféré un certain nombre de pratiques agricoles sur tout le continent américain, latino-américain et nord-américain. On a trouvé des traces de population négroïde, plus anciennes d'ailleurs, traces de population. Je vous parle toujours de M. Donald Trump, hein, parce qu'il faut que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je viens de le résumer. C'est un homme d'affaires, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui marche
aux billets de banque. C'est quelqu'un qui est à la quête des dollars, pour lui et pour l'Amérique. Son concept de Make America Great Again, c'est Give America more dollars again. Give Donald Trump more dollars again. Je rappelle un troisième exemple pour vous illustrer que c'est un dirigeant d'un matérialisme aveugle. C'est-à-dire que lui, ce n'est que le bruit de l'argent. Ce que nous appelons à Douala les tchan-tchan. Lui là, Donald Trump, quand il marche, il n'entend que le bruit de l'argent. Là où il y a le bruit de l'argent, le voilà. Souvenez-vous de la raison pour laquelle finalement, lui, il est entré dans les négociations en Ukraine pour que la paix vienne. Qu'est-ce que Donald Trump demande à l'Ukraine de lui donner? En échange des armes qu'ils ont données à l'Ukraine pour attaquer, pour combattre la Russie. Donald Trump a été clair. Donnez-nous tous les minéraux, donnez-nous toutes les terres rares de l'Ukraine. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà. Donald Trump, lui, il est venu dévoiler en plein jour que c'était pas pour la démocratie, c'était pas pour combattre Poutine, le dictateur russe, c'était pour mettre la main sur les terres rares, les minéraux, les richesses de l'Ukraine. Donc, il a dit à Zelensky, on t'a trop armé, l'Amérique a trop dépensé pour toi maintenant, signe que l'Amérique est détentrice de l'essentiel des terres rares de l'Ukraine. Bon, dans toute cette affaire, Vladimir Vladimirovich Poutine, lui, n'a pas parlé. Il est en train d'arracher toutes les terres rares de l'Ukraine pour les réintégrer dans la Fédération de Russie. Donc, vous allez voir bientôt les Ukrainiens chanter Kassongo, les Américains chanter Kassongo, pendant que Vladimir Vladimirovich Poutine engrange victoire sur victoire. C'est ce qui se passe là-bas. Bon. Mais le même Donald Trump est auteur d'un accord soi-disant de paix entre la République démocratique du Congo, de Félix Tshisekedi Tshilombo, et la République du Rwanda, de Paul Kagame. Quel est le fond de l'accord? L'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, la République démocratique du Congo, il consiste à dire que les États-Unis vont désormais partager les richesses de la République démocratique du Congo avec tous les pays de la sous-région, donc le Rwanda, l'Ouganda, y compris la République démocratique du Congo. C'est les États-Unis qui vont partager. C'est exactement le même principe que Donald Trump a fait valoir en Ukraine, qu'il fait valoir en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie de mon exposé. Il s'agissait de vous montrer que Donald Trump est un mercantiliste sadique, cynique, absolu. Il ne recule devant aucune occasion de s'en mettre plein les fouines et d'en mettre plein les fouines à l'Amérique. Il n'est pas venu s'amuser. Comme vous aimez qu'on donne les preuves, je donne enfin une quatrième preuve. Parce que ici, c'est l'émission du docteur des preuves. Quand tu pars d'ici, tu sais de quoi tu parles. Donald Trump a proposé de déporter toute la population palestinienne de Gaza. Parce que sous le sous-sol de Gaza, il y a des réserves de gaz et de pétrole qui sont immenses. Et par ailleurs, il a dit qu'il allait faire de la région de Gaza une zone touristique qui allait rapporter beaucoup d'argent. Vous comprenez pourquoi il est prêt à déporter les gens? Le Ntchan-Tchan. Money. C'est-à-dire que ce monsieur-là, sa loi là, c'est le dollar. Sur le billet de dollar, il est écrit « In God we trust ». Dans la tête de Trump, la vraie phrase c'est « In dollar we trust ». Il ne croit qu'au dollar. Même la déportation envisagée des Palestiniens, c'est pour exploiter leur sol, leur sous-sol, s'en mettre plein les fuites. L'accord de paix entre le Rwanda et le Congo, c'est pour que l'Amérique confisque et partage les richesses et les terres rares du Congo. L'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, Trump travaille dedans pour pouvoir récupérer les terres rares et les minéraux précieux de l'Ukraine. Il n'est pas là pour s'amuser. Et ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il ne fait pas ça en cachette. Il dit ça en plein jour. Vous pouvez trouver toutes ces déclarations. Je ne lui attribue rien qu'il n'ait dit. Il a dit, you have to pay me back. Pay America back. C'est ce qu'il a dit à Zelensky. Quand il a rincé Zelensky en direct dans le bureau ovale. D'accord? Quand il a applaudi la journaliste prestidigitatrice et superficielle et la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui faisaient leur petit numéro, eh bien, de vassaux de l'impérialisme américain dans le bureau ovale, c'est parce que tout le monde est venu dire, Trump, pardon, c'est toi qui partages le gâteau Congo maintenant. Tu donnes un peu aux Congolais,
Tu donnes aux Rwandais pour qu'ils arrêtent d'attaquer le Congo. Tu donnes aux Ougandais pour qu'ils arrêtent d'attaquer le Congo. Toi-même, tu récupères le reste. Et pour vous laisser les Congolais respirer. Les Congolais veulent vivre, même si pour cela, il faut qu'ils soient pauvres. Vous avez bien vu ça? Voilà Trump. Très bien. Maintenant, dans la deuxième partie de cette émission, de cette réflexion à haute voix, je voudrais qu'on analyse la stratégie des États-Unis en Afrique. La deuxième école a consisté à dire Donald Trump a décidé de privilégier la Mauritanie, de privilégier le Sénégal, le Libéria, de privilégier la Guinée-Bissau et de privilégier le Gabon par rapport aux autres pays africains. Je vous dis que cette deuxième opinion est aussi fausse. La convocation des dirigeants du Sénégal, de Mauritanie, du Libéria, de Guinée-Bissau et du Gabon n'est pas du tout un signe de privilège. Je vais le démontrer. Ce n'est pas un signe de privilège parce qu'en fait, les États-Unis ont pratiquement 25 bases militaires sur le continent africain. Ils en ont 25. Le continent africain que vous voyez là, il est encerclé et traversé de bases militaires américaines. Les États-Unis ont plusieurs pays africains qui sont déjà leurs alliés solides. Il ne va pas les inviter pour leur expliquer ce qu'ils savent déjà. J'espère que vous savez que le pays du continent africain qui est le plus puissant allié des États-Unis, c'est l'Égypte. Le budget égyptien là, est amplement financé par les États-Unis d'Amérique, afin que l'Égypte soit un allié stratégique important d'Israël et que le monde arabe soit toujours divisé. Je vous décris pays par pays, hein, pour que vous sachiez que les gens qui pensent que non, ça veut dire que la Mauritanie, le Sénégal, le Libéria, la Guinée-Bissau, le Gabon sont devenus les nouveaux chouchous de Trump. Ils ne sont pas les nouveaux chouchous de Trump du tout. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je commence d'abord par vous expliquer les grands chouchous de Trump et des États-Unis d'Amérique en Afrique. C'est d'abord l'Égypte. Le budget égyptien est amplement financé par les États-Unis d'Amérique. D'accord? Ok. On continue. Mais l'Algérie est une puissance qui coopère massivement avec les États-Unis d'Amérique, notamment avec l'OTAN. L'Algérie est une base de l'OTAN. Les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique qui opèrent contre le Sahel sont adossés en Algérie et l'Algérie est soutenue par l'OTAN dans ce travail. Pourquoi vous voulez que Trump invite les bons élèves? Trump n'invite pas les bons élèves. L'Algérie, l'Égypte, ce sont des élèves acquis, accroupis et couchés. Pourquoi vous voulez qu'on les invite? Ils sont déjà dans la classe. On continue. La Tunisie, le Maroc, ils sont des pays entièrement soumis à l'OTAN. Le Maroc, la Tunisie sont des pays entièrement soumis à l'OTAN. Le Maroc est une base militaire américaine. Pourquoi voulez-vous qu'on invite encore le Maroc? Le Maroc est déjà embedded, il est déjà couché aux États-Unis. Il faut que vous compreniez. On continue à descendre. Bon, vous vouliez qu'on invite qui? La Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara a déjà donné la Côte d'Ivoire au néocolonialisme français et à l'impérialisme américain. Les officiers américains siègent à l'état-major de l'armée ivoirienne. Pourquoi vous voulez qu'on invite encore la Côte d'Ivoire? Elle est déjà livrée, pied et poing. Alassane Ouattara a même indiqué la région d'Odiéné pour que l'armée américaine vienne s'y installer. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi Odiéné, c'est parce qu'il croit pouvoir se protéger ainsi du Mali, du général d'armée Assimi Goïta. Oui! Bon, pourquoi voulez-vous qu'on invite alors le Ghana? Mais le Ghana est une base militaire américaine. De très longue date, les Américains y s'y promènent avec leurs aéronefs, avec leurs espions, et avec leurs renseignements généraux et tout ça. Pourquoi vous voulez qu'on invite encore le Ghana? Oh, vraiment les Africains. L'information, c'est quelque chose qui est devant vous. On continue. Pourquoi vous voulez qu'on invite le Togo? Le Togo est en coopération militaire étroite avec les États-Unis et notamment à travers Israël. Vous voulez qu'on invite les Togolais, pourquoi? Le Togo, c'est déjà le chemin de passage tranquille des troupes américaines et de leurs supplétifs israéliens. Bon, vous vouliez qu'on invite qui? Le Bénin? Mais Talon a déjà tout donné. On l'invite pour lui dire quoi? Talon, c'est un bon élève. Le Bénin est une mascotte du néocolonialisme géopolitique et géostratégique français et américain. Pourquoi vous voulez qu'on invite encore Talon?
Oh, vraiment. Rien que les Africains, vous me fatiguez, quoi. Bon, vous voulez qu'on invite le Nigeria? Mais le Nigeria, c'est le marchepied de l'impérialisme américain. L'OTAN, les États-Unis ont toute liberté au Nigeria. Pourquoi il faudrait qu'ils invitent encore le Nigeria, dis donc? Hein? Parce que vous dites, on n'a pas invité le Nigeria. Le Nigeria est déjà assis dans la classe, au premier banc. L'élite politique nigériane est entièrement soumise à l'élite politique américaine. Que ce soit les démocrates ou les républicains qui soient au pouvoir à Washington. Vous parlez de quoi? On continue à faire le tour. Bon, pourquoi on n'a pas invité le Cameroun? Mais Paul Biya a toujours fait les 4 volontés des États-Unis d'Amérique. Il a fait du Cameroun le marchepied des bases de drones américains. Les troupes américaines circulent dans l'espace terrestre et aérien camerounais librement. Les navires de guerre américains mouillent dans les côtes camerounaises depuis très longtemps. Pourquoi vous voulez qu'on appelle encore Paul Biya? C'est un bon élève. Ah, je suis le meilleur élève. Pourquoi vous voulez qu'on l'invite? Pourquoi? Il fait correctement ses devoirs. Est-ce que vous comprenez? On continue la liste. Vous voulez qu'on invite qui? Tshisekedi, mais il ne vient pas de livrer, de vendre la République démocratique du Congo aux États-Unis. Et qu'il vende encore quoi? Il n'y a pas un Congo au ciel pour qu'il aille encore vendre le cobalt, l'uranium, le manganèse, etc. qui serait au ciel. Il a déjà vendu ce qui est sur terre. Il a dit à Trump, viens partager. Donne pour les Rwandais, donne pour les Ougandais, donne pour les Kenyans, le reste pour peut-être... Prends pour toi. Si quelque chose reste, donne aux Congolais. C'est ça l'accord, non? Du 27 juin à Washington. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi vous voulez qu'on invite encore Tshisekedi? Il a bien travaillé. Il a envoyé sa ministre des Affaires étrangères, Kayikwamba Wagner, qui a fait son numéro là-bas. Elle a tout vendu, non? Pourquoi vous voulez qu'on l'invite encore? Bon. Donc, je continue peut-être la liste. Vous voulez qu'on invite qui? L'Afrique du Sud était déjà là-bas. Le président sud-africain s'est fait humilier en direct, Ramaphosa. On l'a grondé dans la maison ovale en disant qu'il est en train d'appauvrir les blancs sud-africains. Vous n'avez pas vu? Vous voulez qu'on l'invite pour lui dire quoi encore? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Et il fallait voir le pauvre, comment il s'expliquait lentement là-bas. Non, ce n'est pas vrai, etc., etc. Ouais! C'est là où l'Afrique a pleuré Julius Malema. Qui met Malema au bureau ovale? Et puis Trump fait son malin là, qu'il a fait sur Ramaphosa. Malema va lui donner son bagage. En direct. Donc, vous voulez qu'on invite encore l'Afrique du Sud pour dire quoi? Bon, vous souhaiteriez qu'on invite qui? L'Angola, mais l'Angola est déjà en coopération économique très avancée avec les États-Unis. Les intérêts américains en Angola ont enflé. D'ailleurs, ça a été l'une des conditions de la liquidation de Savimbi. Une fois que les Américains ont su que le MPLA au pouvoir en Angola pouvait leur garantir des parts de marché en Angola, ils ont contribué à localiser Savimbi pour qu'on le bute. J'espère que vous savez que Savimbi, qui était un renégat au service de l'impérialisme américain et sud-africain, a été liquidé avec la complicité des services de ces pays protecteurs. Sont eux qui ont aidé l'armée angolaise à savoir où il était pour le buter. Parce que le MPLA a donné aux Américains, MPLA au pouvoir en Angola a donné aux Américains des parts de marché qu'ils ont trouvées intéressantes. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, on vous laisse Savimbi. Vous pouvez le buter. C'est comme ça qu'ils ont toujours traité leurs serviteurs. Regardez comment ils ont traité Mobutu. Mobutu qui soutenait le FNLA, Front National de Libération de l'Angola de Holden Roberto, et qui combattait le MPLA pour le compte des États-Unis. Vous avez vu comment ils l'ont lâché? Il allait mourir au Maroc, il pesait 36 kilos. Donc, vous voulez qu'on cite quel pays? Quel est le pays qui n'est pas venu? Le Kenya? Vous vouliez que le Kenya vienne? Mais le Kenya, c'est le marchepied des États-Unis, non? Depuis le temps d'Obama, les dirigeants kenyans font les 4 volontés des États-Unis. Vous voulez qu'on convoque les bons élèves pour leur expliquer quoi? Ils ont déjà compris la leçon. Vous voulez qu'on convoque qui? Vous voyez ce que je viens de faire là? Je n'ai surtout pas parlé de la Mauritanie. Je n'ai pas parlé du Sénégal. Je n'ai pas parlé du Libéria encore. Je n'ai pas encore parlé de la Guinée-Bissau. Et je n'ai pas encore parlé du Gabon. Et déjà, vous avez compris que ce n'est pas parce qu'on a invité ces 5-là qu'il n'y a pas d'autres. La quasi-totalité du territoire africain actuel est quadrillée par l'armée des États-Unis. Mais oui. Et la quasi-totalité des pays actuels du continent africain
sont sous le contrôle de l'OTAN, sont sous l'influence de l'OTAN. Vous voulez quand même pas qu'on convoque tout le monde, y compris ceux qui ont déjà bien fait leur travail. Ça, c'est du cafouillage. Donald Trump est méthodique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.